Le cinéma. Cet art qui fait rêver des millions de spectateurs à travers le monde. Des explosions spectaculaires, des cascades vertigineuses, des fusillades réalistes, tout semble maîtrisé, contrôlé au millimètre. Et pourtant, parfois, le rideau tombe bien trop tôt. Derrière la magie de grands films se cachent des réalités bien sombres. Des tragédies que le grand public ignore souvent, dissimulées derrière les projecteurs des plateaux. Car il y a bien des acteurs, des réalisateurs, des cascadeurs qui n'ont jamais vu la fin du tournage. Dans certains cas, ce qui devait être une scène de fiction est devenu une scène de crime. Des accidents terrifiants, parfois évitables, parfois absurdes, mais toujours dramatiques. Aujourd'hui, nous levons le voile sur certains moments où l'illusion a dérapé, et où le cinéma a coûté la vie. Alors, si aujourd'hui je vous parlais de quelques accidents mortels qui ont coûté la vie sur des plateaux de cinéma, ça vous intéresse ? Brandon Lee est né le 1er février 1965 à Oakland, en Californie. Il est le fils du légendaire artiste martial et acteur Bruce Lee et de Linda Lee Cadwell. Dès son plus jeune âge, il a été exposé aux arts martiaux, recevant ses premières leçons de son propre père. Après le décès de Bruce Lee, en 1973, la famille a déménagé à Seattle, puis à Los Angeles, où Brandon a grandi. Dès son plus jeune âge, Brandon Lee a été scruté par le public et les médias comme le fils de Bruce Lee. Si cela lui a ouvert des portes, cela a également constitué un poids énorme à porter. Bruce Lee n'était pas seulement une icône du cinéma d'action, il représentait une révolution culturelle, un symbole de fierté pour les communautés asiatiques de Hollywood. Brandon a grandi avec ce double défi, honorer l'héritage paternel, tout en construisant une identité artistique indépendante. Très tôt, Brandon a décidé de suivre une voie artistique sérieuse. Il a étudié le théâtre dans les plus grandes écoles de New York. Il voulait avant tout être considéré comme un comédien crédible, capable d'incarner des rôles complexes, et non pas comme un simple héritier d'un style d'art martial, un bagarreur. La bagarre. Ses premiers rôles professionnels montrent un mélange d'ambition et de prudence. En 86, il apparaît dans Kung Fu The Movie, téléfilm issu d'une série culte dans laquelle il interprète le fils du personnage principal. Ce rôle, bien que modeste, permet à Brandon de démontrer ses capacités physiques et son potentiel dramatique. La même année, il tourne à Hong Kong Legacy of Rage, un polar nerveux dans lequel il incarne un jeune homme accusé à tort de meurtre. Ce film lui donne l'occasion d'exploiter son héritage martial tout en montrant son intensité en tant qu'acteur. Et le public commence à être intrigué par cette relève de Bruce Lee. Mais Brandon a envie de se démarquer et refuse de nombreux rôles qu'il trouve un peu stéréotypés. Il attendra 3 ans avant de réapparaître dans Laser Mission, une production modeste dans laquelle il joue un espion. Bien que le film ne soit pas acclamé, il trouve un certain succès en vidéo et contribue à construire la notoriété de Brandon Lee. Le vrai virage s'opère en 91 avec Showdown in Little Tokyo, un buddy movie dans lequel il partage l'affiche avec Dolph Lundgren. Même si le film n'est pas un succès commercial, il renforce la position de Brandon dans l'imaginaire du public américain. Il y incarne un jeune policier sarcastique et rapide, à l'humour mordant, un rôle qui lui permet de prouver qu'il peut être charismatique et drôle, tout en étant crédible dans les scènes de combat. Puis c'est en 1992 qu'il décroche un premier rôle en solo dans Rapid Fire, un film d'action plus ambitieux qui lui permet de combiner ses talents martiaux à un jeu plus émotionnel. Brandon a contribué personnellement à la conception des scènes de combat, y incorporant une chorégraphie dynamique, inspirée des principes de Jeet Kune Do, l'art martial de son père. Le film reçoit un accueil modeste, mais les critiques commencent à remarquer en lui bien plus qu'un simple combattant. Son jeu gagne en maturité, sa présence à l'écran en intensité. C'est à ce moment précis que l'industrie commence à le prendre réellement au sérieux. On commence à parler de lui comme d'un acteur capable de tenir des rôles principaux dans des franchises d'action sérieuses, ou même dans des films au ton plus sombre, plus profond. En 93, Brandon est casté pour The Crow, une adaptation d'une bande dessinée gothique et tragique de James O'Barr. Le projet est à contre-courant du cinéma d'action typique. Il s'agit d'un film noir, stylisé, profondément émotionnel, où le personnage principal, Eric Draven, revient d'entre les morts pour venger sa fiancée assassinée.
Brandon est immédiatement séduit par la complexité du personnage. C'est un rôle qui exige à la fois une force physique, une douleur intérieure palpable et une sensibilité poétique. Exactement ce qu'il cherchait. Pour lui, The Crow représentait un aboutissement. La preuve qu'il pouvait être un acteur dramatique complet et non un simple héros d'action. Pendant le tournage, il impressionne l'équipe par son professionnalisme, par son intensité et sa capacité à retransmettre des émotions fortes, sans artifice. De nombreux membres de l'équipe affirmeront plus tard que Brandon avait mis tout son cœur dans le rôle. Et le tournage va officiellement commencer le 1er février 1993. Et avec le début du tournage vient aussi le début des catastrophes. En effet, plusieurs incidents majeurs vont venir perturber la production du film. L'équipe du film s'est tout d'abord rendu compte que vous n'étiez pas abonné à la chaîne. Je vous laisse un petit moment. C'est reparti. L'un des premiers incidents majeurs s'étant déroulé sur le tournage s'est produit lorsqu'un membre de l'équipe, un électricien, va se faire électrocuter, prenant une décharge de 6000 volts. Ce après qu'un chariot élévateur ait percuté un câble de haute tension. L'homme a été hospitalisé avec des blessures sévères. Quelques jours plus tard, un entrepôt où étaient stockés des décors a pris feu de manière inexpliquée. L'incendie a détruit plusieurs éléments clés du décor, nécessitant leur reconstruction. Il n'y avait personne à l'intérieur à ce moment-là, mais l'origine de l'incendie n'a jamais été totalement élucidée. Ce mystère a contribué à nourrir l'idée d'un mauvais sort. Puis plusieurs membres de l'équipe ont été blessés, de manière mineure, à répétition. Cela incluait des chutes, des blessures liées au maniement du matériel lourd et des coupures lors de la manipulation d'accessoires ou de verres brisés. Même si ces incidents sont relativement fréquents sur les tournages de films d'action, leur fréquence sur The Crow semblait anormale. Et c'est au tour d'un cascadeur qui va faire une mauvaise chute lors d'une course-poursuite sur un toit. Il va être hospitalisé avec plusieurs côtes fracturées. Mais tous ces incidents ne sont rien à côté de la catastrophe qui va suivre. Dans la nuit du 30 au 31 mars 93, une scène cruciale devait être filmée. Le personnage d'Eric Draven entre dans son appartement et se fait tirer dessus par un gang. L'acteur Michael Massee, interprétant le rôle de Funboy, devait tirer avec un revolver 44 Magnum chargé de cartouches à blanc. Cependant, lors des préparations antérieures, des cartouches factices avaient été utilisées pour filmer de gros plans. Ces cartouches, censées être inertes, avaient été mal fabriquées. Les amorces n'avaient pas été retirées, et lors d'une manipulation, l'amorce d'une de ces cartouches a été percutée, propulsant la balle dans le canon où elle est restée coincée. Le soir de l'accident, la cartouche à blanc a généré suffisamment d'énergie pour expulser la balle coincée, ce qui a frappé Brandon Lee de plein fouet à la poitrine. Initialement, l'équipe a cru à une blague de l'acteur, connu pour son humour, mais rapidement, ils ont constaté qu'il ne se relevait pas et qu'il saignait abondamment. Brandon Lee a été transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins ont découvert une plaie béante dans son abdomen, avec des dommages internes massifs. Il a subi une opération de 6 heures. Et malgré les efforts des chirurgiens, il est décédé à 13h03, le 31 mars 1993. Après avoir tiré le coup de feu, Michael Massee a d'abord pensé, comme l'équipe technique, que Brandon Lee jouait une scène avec trop de réalisme. Très vite, il a compris que quelque chose de terrible venait de se produire. Il a été dévasté sur place. Michael Massee a été immédiatement évacué du plateau, sous le choc. Il n'est jamais revenu sur le tournage. Les jours qui ont suivi, il a été vu effondré, désorienté et rempli de culpabilité. Même si tout le monde autour de lui reconnaissait qu'il n'était en rien responsable de la mort de Brandon. You have experienced a stunt in your life that went tragically awry. Tragically awry, and it's and I've never talked about this on camera, and it was shooting of The Crow, and Brandon died during it. I mean, what happened to Brandon was a tragic accident, and it's something that I'm gonna live with. It's taken me, took me the time it took to be able to not so much put it in perspective, but to be able to move on with my life. And I never felt the need or the obligation to talk to anybody about it other than his. And then I had to do like we all do. We all have experienced tragedies in our lives, and
we all find our way through them to get to the other side to be able to go on, because if not, you wouldn't be able to go on with life. L'enquête a révélé une série de négligences. Tout d'abord, comme dit précédemment, les cartouches factices ont été fabriquées avec des défauts, de manière artisanale, sans retirer les amorces, ce qui a provoqué l'accident. Mais de plus, le revolver n'a pas été vérifié avant la scène, car le responsable des armes a quitté le plateau avant le tournage de la scène, estimant que son travail avait été fait. Après la mort de Brandon Lee, la production a été suspendue. Finalement, le film a été terminé en utilisant des doublures et des effets numériques pour compléter les scènes manquantes. The Crow est sorti en 1994, devenant un succès critique et commercial, rapportant plus de 50 millions de dollars au box-office américain. Brandon Lee a été inhumé au cimetière de Lakeview à Seattle, aux côtés de son père Bruce Lee. Sa fiancée, Eliza Hutton, avec qui il devait se marier en 1993, était à ses côtés lors de son décès. Sa mort a eu un impact profond sur l'industrie cinématographique, mettant en lumière les dangers de l'utilisation d'armes à feu sur des plateaux de tournage. Des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place. La disparition tragique de Brandon Lee reste un rappel poignant des risques inhérents au métier d'acteur et de l'importance cruciale de la sécurité sur les plateaux de cinéma. Son talent et sa passion continuent d'inspirer, et The Crow demeure un témoignage émouvant de son héritage artistique. Contrairement à l'image souvent véhiculée de l'acteur d'action dur à cuire, Brandon Lee était un homme sensible, introspectif et profondément empathique. Ses proches, ses amis et les membres des plateaux où il a travaillé le décrivent comme quelqu'un de chaleureux, attentif aux autres, doté d'un humour doux et réfléchi. Il prenait le temps de dialoguer avec les techniciens, les figurants, et était connu pour mettre à l'aise les membres les plus timides de l'équipe. Ce qui frappe dans les interviews qu'il a données peu de temps avant sa mort, c'est sa vision presque poétique de la vie. Il disait souvent qu'il ne voulait pas gaspiller son temps dans des choses vides de sens. There's this wonderful quote from the book Shelter in Sky, where he says, "Because we do not know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well, and yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood, an afternoon that is so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it? Perhaps 4 or 5 times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20, and yet it all seems limitless." La série originale La 4e dimension, The Twilight Zone, est une œuvre majeure de l'histoire de la télévision américaine, reconnue pour sa capacité à mêler science-fiction, fantastique, critique sociale et philosophie dans des récits courts, percutants et souvent dérangeants. Créée par Rod Serling en 1959, elle a non seulement marqué des générations de téléspectateurs, mais a aussi influencé durablement le cinéma, la télévision et la littérature de genre. La série a connu un succès critique retentissant. Rod Serling a reçu 3 Emmy Awards pour son travail de scénariste. The Twilight Zone est aujourd'hui considéré comme une pierre angulaire de la culture télévisuelle, au même titre que Star Trek, et que Louis la Brocante. Je suis pas sûr. Au début des années 80, les studios hollywoodiens cherchent à revisiter les grandes franchises télévisées à succès. Or, la série The Twilight Zone, bien que terminée depuis à peu près 20 ans, continue d'être diffusée à la télé et d'avoir son petit succès. Et le contexte politique de l'époque rend les thèmes de la série à nouveau pertinents. C'est Steven Spielberg, grand admirateur de Rod Serling, qui propose l'idée d'un film à sketch, dans l'esprit de l'original, mais modernisé. Il convainc Warner Bros. De financer le projet et invite 3 autres réalisateurs à le rejoindre. John Landis, Joe Dante et George Miller, chacun chargé d'un segment. Le tournage débute en 1982 en Californie, et chaque segment, tourné par les différents réalisateurs, se déroule sans accroc. Puis vint le segment que réalisait John Landis, qui était une création originale, contrairement aux 3 autres qui étaient inspirés par des épisodes de la série. Le segment racontait l'histoire d'un homme raciste, interprété par Vic Morrow, projeté dans différentes périodes historiques où il subissait le rejet et la persécution, où il se retrouvait tour à tour poursuivi par des nazis en Allemagne, traqué par des membres du Ku Klux Klan dans le sud des États-Unis, et en pleine guerre du Vietnam pris pour un ennemi. Et c'est cette scène vietnamienne
tournée de nuit, qui devait culminer dans un sauvetage spectaculaire d'enfants, sous des explosions et un hélicoptère en plein vol. Une scène qui allait tourner au drame. La nuit du tournage est chaude et dense. Le décor est prêt, les caméras sont en place, et l'équipe technique se prépare à enregistrer la scène la plus complexe du segment. L'acteur Vic Morrow tient dans ses bras les deux enfants, Micah et René, qu'il doit porter à travers la rivière tout en courant, tandis que des explosions simulées éclatent autour d'eux. Un hélicoptère militaire survole la scène. L'appareil est équipé d'un projecteur lumineux qui éclaire le plateau à la manière d'un véritable engin de guerre. La chorégraphie de la scène est minutée. Les charges pyrotechniques sont programmées pour exploser à des moments précis alors que l'hélicoptère descend à environ 7 à 9 mètres du sol, juste au-dessus de la rivière. La caméra tourne. Vic Morrow, tenant les enfants dans ses bras, court dans la rivière comme prévu. Les premières explosions éclatent. L'hélicoptère s'approche, volant à basse altitude et très près de l'eau. Mais au moment où deux charges explosives sont déclenchées, à proximité de l'hélicoptère, la situation dégénère. Les explosions provoquent un déséquilibre de l'appareil qui vacille. Le rotor arrière est endommagé, ce qui fait perdre le contrôle de l'hélicoptère. L'engin commence à chuter en vrille au-dessus de la rivière, sans que le pilote ne puisse redresser. Et en une fraction de seconde, sous les yeux de toute l'équipe technique, le rotor principal de l'hélicoptère décapite Vic Morrow et Micah Dinley. Et le châssis de l'hélicoptère, lui, écrase Shin Yi-Shen, qui meurt sur le coup. Des membres de l'équipe plongent dans l'eau pour tenter de secourir les survivants, mais il est trop tard. Le plateau est plongé dans un silence d'horreur. La panique s'installe. Certains membres de l'équipe hurlent, d'autres pleurent ou vomissent. John Landis quitte brièvement le plateau, puis revient, hébété. Le pilote, encore dans le cockpit, est évacué, sous le choc mais indemne physiquement. Les autorités sont rapidement appelées, ainsi que les ambulances, mais l'issue est déjà connue. 3 morts dans un accident absolument évitable. L'accident interrompt le tournage pendant plusieurs jours. Warner Bros tente d'étouffer l'affaire, mais la presse se saisit rapidement de la tragédie. Le bureau du shérif de Los Angeles ouvre une enquête. L'industrie du cinéma est en émoi. L'affaire entraînera un procès criminel historique contre John Landis, le producteur George Folsey Jr., le coordinateur des effets spéciaux et d'autres membres clés de l'équipe. Les questions posées seront: qui savait, qui a autorisé et qui a fermé les yeux. Bien qu'elle ait fuité, la scène de la mort n'a jamais été diffusée volontairement ni intégrée dans le film final. Le segment Time Out a été entièrement remonté, avec une fin alternative. L'accident de Twilight Zone, The Movie, a laissé une trace indélébile dans l'histoire du cinéma. Il a conduit à une refonte des lois sur les cascades, la sécurité et le travail des enfants sur les tournages. Il a aussi entaché la réputation de plusieurs figures du cinéma américain, notamment John Landis, dont la carrière ne s'est jamais vraiment remise. Mais surtout, il a coûté la vie à 3 personnes innocentes, dans un mélange d'imprudence, d'arrogance artistique et de négligence. La genèse du film Rust remonte à une volonté de produire un western indépendant, au ton sombre et intimiste, dans la veine des grands récits américains sur la rédemption et la culpabilité. Le projet était porté par Alec Baldwin, acteur renommé, mais également producteur passionné, et Joel Souza, un réalisateur indépendant qui avait déjà collaboré avec Baldwin. Ensemble, ils voulaient donner vie à une histoire profondément humaine, ancrée dans l'Amérique du 19e siècle. L'histoire de Rust suit un homme nommé Harlan Rust, hors-la-loi interprété par Alec Baldwin, qui se retrouve forcé de fuir avec son petit-fils, accusé de meurtre involontaire. Le film devait explorer des thèmes sombres, tels que la justice, la morale dans l'Ouest sauvage, et les relations intergénérationnelles marquées par la violence et la rédemption. Le ton du film, inspiré de classiques comme Unforgiven de Clint Eastwood ou The Proposition de John Hillcoat, misait sur une esthétique minimaliste.
un rythme contemplatif et une attention portée à la lumière naturelle. C'est ce qui a mené la production à choisir Halyna Hutchins comme directrice de la photographie, une étoile montante dans son domaine. Appréciée pour son sens du cadre et sa capacité à tirer parti des paysages naturels avec des moyens réduits. Malgré la présence d'Alec Baldwin, Rust n'est pas un blockbuster. Le film avait un budget d'environ 7 millions de dollars, un chiffre très modeste par rapport aux standards hollywoodiens. Cela impliquait une logistique réduite, moins de personnel, des journées de travail condensées et une pression constante sur les coûts. Mais les gars, c'est qui Alec Baldwin? C'est le mec qui joue dans À couteau tiré. Je connais pas. Il joue aussi dans Le Chat Chapeauté. Le Chat Chapeauté? C'est quoi? The look on your face was like you saw a monster. A monster? Where? Cette économie a eu un impact... Cette économie a eu un impact direct sur la production du film. Plusieurs techniciens ont rapporté des conditions de travail difficiles. Longues heures, déplacements mal indemnisés et hébergement inadéquat. Quelques jours avant le drame, certains membres de l'équipe caméra ont même quitté le plateau pour protester contre les conditions de travail. Et surtout les conditions de sécurité. Le film, comme tout western, comportait plusieurs scènes avec des armes à feu. L'armurière en charge, Anna Gutiérrez Reed, était alors une professionnelle relativement jeune et peu expérimentée. Fille d'un célèbre armurier hollywoodien, elle était embauchée pour un coût modeste, ce qui convenait aux exigences budgétaires de la production. La préparation des armes et des munitions devait suivre des protocoles stricts. Séparation des balles réelles, à blanc et factice. Vérification de l'arme par l'armurière, puis par l'assistant réalisateur. Communication claire à l'équipe. Mais plusieurs témoignages ont révélé un relâchement de ces pratiques sur le tournage de Rust. Il y a comme un petit goût de déjà vu là, non? Des tirs de loisirs auraient eu lieu en dehors des heures de tournage, avec les mêmes armes utilisées dans le film, ce qui est un manquement grave par rapport aux normes de sécurité. De plus, le jour du tournage, l'arme de Alec Baldwin avait été remise sans vérification suffisante et présentée comme un cold gun, une arme à vide. Le choix de Bonanza Creek Ranch, près de Santa Fe au Nouveau-Mexique, n'était pas anodin. Ce site est un lieu emblématique dans les tournages de western, offrant des décors naturels, une lumière spectaculaire et une ambiance authentique. C'était le cadre idéal pour un style réaliste cherché par un réalisateur. Cependant, tourner dans un lieu isolé comme celui-ci rendait plus complexe la gestion des urgences, le transport du matériel et l'encadrement sécuritaire du plateau. Cela accentuait les problèmes déjà présents au sein de la production. L'ambiance sur le tournage de Rust était contrastée. Si certains membres de l'équipe louaient l'engagement artistique du projet, d'autres dénonçaient un manque de rigueur dans l'organisation, en particulier l'équipe caméra qui avait exprimé plusieurs fois ses préoccupations quant à la sécurité et à la gestion des armes. Halyna Hutchins, en revanche, était très appréciée. Elle travaillait de manière intense, mais collaborative, et était considérée comme une professionnelle brillante avec un grand avenir. La journée de tournage commence dans un climat de tension. Plusieurs membres de l'équipe technique, notamment du département caméra, ont quitté le plateau la veille du tournage, pour dénoncer donc les mauvaises conditions de travail. De trop longues heures de travail, salaire insuffisant, problèmes de sécurité, il y a trop d'étrangers en France, et une nouvelle équipe, non syndiquée, est appelée pour les remplacer. Des répétitions ont lieu sur une scène qui a lieu à l'intérieur de l'église en bois, créée pour le tournage. La scène implique Alec Baldwin, qui dégaine son revolver en direction de la caméra. Il ne s'agit pas encore d'une prise filmée, mais d'un blocking, une répétition pour déterminer les mouvements. Alec Baldwin reçoit une arme remise par l'assistant réalisateur, David Holtz, qui annonce qu'elle est une cold gun, autrement dit une arme censée être vide, sans projectile réel ni à blanc. L'arme provenait de l'armurière du film, Anna Gutiérrez Reed, chargée de la supervision des armes. Durant la répétition, Baldwin sort donc son arme de son étui, comme prévu, et le coup part. Halyna Hutchins est touchée en pleine poitrine par une balle réelle, ce qui n'aurait jamais dû être possible. Joel Souza, le réalisateur, situé derrière Hutchins, est également blessé à l'épaule par le même projectile qui l'aurait transpercé. L'équipe est sous le choc. Des appels d'urgence sont passés. Hutchins est évacuée par hélicoptère à l'hôpital et elle est déclarée morte à son arrivée. Souza, lui, survit à ses blessures. L'enquête menée par les autorités du Nouveau-Mexique va durer quelques mois, et les premières conclusions sont accablantes.
Une balle réelle se trouvait dans un revolver censé être vide. Les inspecteurs vont trouver des balles réelles mélangées aux balles à blanc, dans le chariot de l'armurière. Ana Gutiérrez Reed, armurière principale, était responsable de la vérification des armes avant chaque scène. Elle avait laissé l'arme sans surveillance, sur un chariot, alors qu'elle aurait dû la vérifier avant de la remettre. Et David Holtz, l'assistant réalisateur, a transgressé le protocole en prenant l'arme et en la remettant à Alec Baldwin, sans la faire vérifier par l'armurière. Plusieurs membres de l'équipe avaient exprimé des inquiétudes dans les jours précédant l'accident, notamment après 2 décharges accidentelles d'armes à blanc. Aucune mesure sérieuse n'avait été prise par la production pour renforcer la sécurité. Je lui demande si je tiens le pistolet comme ça va? Elle dit oui, ok. Et là, le chien du pistolet se relâche et bam, le coup part. Alors vous n'avez jamais pressé la détente? Non, je ne pointerai jamais une arme sur quelqu'un en pressant la détente. Elle s'écroule. Et je me dis, elle a eu un malaise. L'idée qu'il y ait pu avoir une vraie munition dans ce revolver ne m'a pas traversé l'esprit avant au moins 45 minutes, 1 heure. Vous vous sentez coupable? Non. Je sens bien que quelqu'un est responsable de ce qu'il s'est passé. Et je ne sais pas encore qui, mais ça n'est pas moi. Baldwin a affirmé ne pas avoir pressé la détente. Selon lui, le coup serait parti lorsque le chien du revolver a été relâché après l'avoir armé. L'armurière a été poursuivie pour homicide involontaire. En mars 2024, elle a été jugée coupable et condamnée à 18 mois de prison ferme. Le jury a estimé qu'elle avait manqué de vigilance et manqué à ses responsabilités fondamentales en laissant des munitions réelles sur le plateau et en ne vérifiant pas correctement les armes. Le bureau du procureur a aussi examiné la responsabilité de la production, dont Baldwin faisait partie. Cependant, les poursuites ont été classées, mais des amendes administratives ont été infligées. Et le 13 juillet 2024, le procès d'Alec Baldwin a été annulé pour vice de procédure. Après une longue interruption et un profond remaniement, le tournage de Rust a repris en 2023, dans un lieu différent et sous une surveillance renforcée. Le film a été complété, dans une version modifiée, et devait être distribué avec prudence, plus comme un exercice de mémoire et de témoignage que comme une œuvre commerciale. Le cinéma est un art qui exige passion et imagination, mais aussi rigueur et responsabilité. Derrière chaque plan, chaque cascade, chaque effet spectaculaire, il y a des êtres humains, des équipes entières qui risquent parfois leur vie pour que la magie opère à l'écran. Les accidents que nous venons de retracer ne sont pas de simples faits divers. Ce sont des rappels brutaux que la frontière entre la fiction et la réalité peut en un instant disparaître. Pour rendre hommage à celles et ceux qui ont perdu la vie dans l'ombre des projecteurs, il est essentiel de ne pas oublier, mais surtout d'apprendre. Car chaque drame peut, et doit, servir à améliorer la sécurité, à protéger les artistes comme les techniciens. Le cinéma continuera de nous faire rêver, mais plus jamais au prix du sang. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire constructif, un like, je vous invite à la partager et à vous abonner. Mais surtout, allez voir les autres vidéos de la chaîne. Vous y trouverez sûrement votre bonheur. Oui. Et sur ce, les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.